Comment investir 1 million d'euros ou plus? C'est une question qui peut paraître hors de portée pour beaucoup de monde, mais en réalité, de nombreux Français se retrouvent dans ce scénario. Héritage, vente d'une maison, vente d'entreprise, retour sur investissement dans une start-up qui a bien fonctionné, enfin, c'est un cas qui arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez le penser, et peut-être même que vous êtes dans cette même situation. Eh bien, beaucoup de gens vont paniquer lorsqu'ils reçoivent une grosse somme. Ils vont aller, par exemple, tout investir cash dans un appartement. Ils vont peut-être tout confier à leur banquier et suivre aveuglement ses conseils. En fait, beaucoup de gens qui ont des grosses sommes d'argent à investir, souvent paniquent, prennent des décisions irrationnelles ou mal réfléchies et malheureusement sont très souvent mal accompagnés et mal conseillés, notamment par les banques qui le plus souvent captent ces flux et vont aller investir dans des produits maison, en fait, qui ne sont pas forcément dans le meilleur intérêt du client. Et donc la vérité, c'est qu'1 million d'euros, ça peut très vite partir et fondre comme neige au soleil, ou ça peut stagner sans générer réellement de rendement, ou alors au contraire, si c'est bien placé, ça peut vraiment être le premier pas vers une liberté financière durable. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Timothée, je travaille à Monaco dans la finance et j'accompagne des familles dans la gestion de leur fortune. J'ai créé cette chaîne pour vous transmettre un peu mon expérience et mon savoir-faire afin que vous puissiez également vous inspirer finalement des stratégies qui sont employées par les gens les plus sophistiqués afin de devenir un meilleur investisseur et de construire une solidité financière et accomplir vos objectifs à long terme. Gardez en tête qu'investir une somme, peu importe que ce soit 100 000 euros, 1 million ou 10 millions d'euros, c'est pas forcément juste investir dans tel ou tel actif, mais c'est vraiment avoir une stratégie bien définie à long terme, c'est être structuré et discipliné. C'est ça qui fait vraiment la différence et qui sera un peu le fil conducteur de toute cette vidéo. La première étape, avant même d'investir un seul euro, c'est de poser des fondations solides et de commencer par le commencement, pour ainsi dire. Première chose qu'on va faire, c'est on évite de paniquer. On va pas prendre de décisions rapides, irréfléchies ou irrationnelles. On va pas aller confier cet argent au premier venu et suivre ses conseils parce qu'on lui fait confiance ou parce qu'il travaille pour une institution qui a d'une grande marque, voilà, une grosse banque hein, par exemple. On va prendre le temps de réfléchir. On pose cet argent sur un compte bancaire, un compte épargne, voilà, ou un compte même un compte courant, c'est pas très grave, et on se donne le temps de réfléchir quelques semaines ou quelques mois. Ça va strictement rien changer à votre vie d'attendre quelques mois avant de placer votre argent. Les opportunités d'investissement abondent, il y a toujours des bonnes affaires à prendre et on ne va jamais rater un train pour ainsi dire. Donc ne paniquez pas, c'est la première chose à faire. Alors, une fois que cet argent est bien sécurisé, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est de faire un peu le bilan de votre situation personnelle. Et lorsqu'on fait un bilan, on va regarder sa situation personnelle, professionnelle, est-ce qu'on a un emploi stable, est-ce qu'on a des sources d'argent qui sont récurrentes, est-ce qu'on a déjà une épargne qui permet de faire face aux imprévus. Voilà, on va se poser un peu tout ce genre de questions. Et déjà, ça va permettre de voir un peu dans quelle direction on va aller. Est-ce qu'on va, parmi le million d'euros, pouvoir tout investir? Ou est-ce qu'on va devoir garder une certaine poche pour justement se construire un coussin de sécurité? Est-ce qu'on va, par exemple, aussi rembourser certaines dettes qui ont des taux d'intérêt élevés? Si vous avez de la dette, des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt à 7 ou 8% ou plus, parfois c'est une bonne idée de rembourser ces crédits parce que si vous investissez dans certains actifs qui ont des rendements plus faibles, par exemple à 4-5%, vous allez avoir quand même une perte de 2% par an à cause de ces intérêts. Donc parfois, dans certaines situations, rembourser un crédit, c'est déjà un bon investissement. Donc déjà, on fait un bilan de la situation. Donc on ne panique pas, mais on fait un bilan de sa situation. Ensuite, et là, c'est une des parties les plus importantes, et c'est peut-être la clé de l'investissement, c'est vraiment de bien réfléchir à ses objectifs personnels, à ses ambitions, ses aspirations, et de se poser vraiment la question fondamentale, pourquoi est-ce que j'investis cet argent? Dans quel but? Certaines personnes vont investir, et c'est un cas classique, vont investir pour se construire une retraite, par exemple. Donc ils vont se dire, si j'ai 35 ans, j'investis pour les 30 prochaines années. Voilà, je veux que quand j'ai 65 ans, j'ai une somme qui me permette de vivre une retraite confortable, d'autant plus que voilà, le système de retraite étatique, on ne sait pas trop dans quelle direction il va aller. Alors, on va tout simplement investir à long terme. D'autres personnes vont dire, mais moi, je préfère investir dans un projet. Par exemple, je veux m'acheter une maison bientôt, je veux financer les études de mes enfants, ou simplement je veux faire le tour du monde dans 10 ans. Voilà, je veux avoir une somme qui va me permettre de faire le tour du monde en classe affaires et dans des hôtels 5 étoiles. Voilà, chacun a ses objectifs, ses aspirations et ses ambitions dans la vie. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions à ce stade, de savoir quoi va servir cet argent, pourquoi vous l'investissez. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez connaître votre horizon d'investissement, vos objectifs, et également un autre point important, c'est la tolérance au risque. Est-ce que je suis confortable
avec des investissements qui ont une volatilité. Donc aujourd'hui, le prix est 100, demain il est 120, après-demain il est 80, il revient à 100. Est-ce que vous allez pouvoir supporter ces émotions? Ou est-ce que vous préférez un actif qui finalement va peut-être croître plus lentement, donc les gains seront peut-être inférieurs, mais ce sera plus stable, il n'y aura pas de gros pics de volatilité. Chaque personne réagit différemment à ces scénarios. Il faut y être préparé avant même d'investir. Sans cette première étape, le million d'euros que vous avez, il sera forcément mal placé. Et là, ça va être créer du stress, et ça peut même créer des regrets, et c'est ça qui est le pire, c'est d'avoir des regrets au bout de 10-20 ans, se dire, ah mince, j'aurais dû investir différemment. C'est pas une situation dans laquelle vous voulez vous retrouver. Donc prenez bien le temps, que ça prenne quelques semaines, quelques mois. Certaines personnes, ça prend même un an et demi, hein, pour bien savoir ce qu'ils veulent faire. Et donc, vraiment, c'est la première étape fondamentale. Avant même d'avoir fait cette étape, vous ne pourrez pas passer à la deuxième. Alors, une fois qu'on a bien posé les fondations, on peut passer à la deuxième partie qui est vraiment construire les piliers de son patrimoine. Alors, beaucoup de gens à ce stade commettent une erreur classique, c'est qu'ils vont commencer à se dire, ben moi, je vais investir dans telle action, dans tel ETF. Ils vont commencer à faire une sélection d'actifs ici et là. En fait, donc ils vont se composer, on va dire, une sorte de portefeuille théorique d'actifs dans lesquels ils vont investir. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils sont un peu confrontés à ah oui, et les conséquences fiscales de tout ça. Et là, ils vont commencer à choisir voilà, des poches fiscales un peu au hasard. Mais en fait, raisonner comme ça, c'est prendre le problème à l'envers. La bonne démarche, c'est d'abord de se demander quelle est là où les enveloppes les plus adaptées à mes objectifs. Pour les marchés financiers, est-ce plus pertinent de commencer avec un plan épargne en action, un plan épargne retraite si on veut financer sa retraite, une assurance vie, un compte titre? Si on investit en immobilier, faut-il investir en direct sous nom propre? Faut-il créer une SCI en vue de pouvoir démembrer si on a des bénéficiaires comme nos enfants par exemple? Donc voilà, il y a pas mal de questions à se poser parce qu'on vit dans un cadre, malheureusement la France, un cadre où la fiscalité est très complexe et très lourde. Et donc il faut d'abord penser sous le prisme de la fiscalité avant même de choisir les actifs. Et une fois qu'on a choisi les enveloppes fiscales qui sont adaptées à ce qu'on veut faire, et bien là, on peut commencer à mettre des actifs à l'intérieur de ces enveloppes fiscales. Et la question n'est pas quel est l'actif le plus intéressant qui m'intéresse forcément le plus. Il faut plutôt se demander quel est l'actif qui correspond à un objectif à l'intérieur de telle enveloppe fiscale. Voilà un peu comment il faut réfléchir. Tout ça, ce sont des décisions structurantes qui auront un impact très important sur en fait la fiscalité et votre situation patrimoniale à long terme, plus que le choix de tel ou tel actif. Le mini-guide que j'ai mis en description de cette vidéo fait un peu un état des lieux des enveloppes fiscales, les avantages, les inconvénients en fonction des objectifs qu'on a. Ça permettra de vous y voir un petit peu plus clair. Ce sera déjà une bonne base pour pouvoir vous poser les bonnes questions et commencer à faire les bons choix. Une fois que l'enveloppe fiscale est choisie, alors là, oui, on peut commencer à sélectionner des actifs. Mais encore une fois, à l'intérieur de chaque classe d'actifs, il y a des sous-actifs, on va dire, qui répondent à des objectifs divers et variés. Par exemple, en bourse, ben, il y a des ETF sectoriels qui sont beaucoup plus risqués qu'un ETF de marché, on va dire, par exemple comme le S&P 500. Et puis il y a également des actions. Ben, une action ExxonMobil n'aura pas le même profil de risque qu'une action Tesla, par exemple, ou un fonds obligataire diversifié n'a pas le même profil de risque qu'une obligation à haut rendement. Donc vous voyez bien qu'à l'intérieur d'une même classe d'actifs, il y a énormément d'actifs différents qui vont correspondre à une multitude d'objectifs bien particuliers. Et donc il ne faut pas se poser la question quel est le meilleur actif. Forcément, c'est pas forcément ça la bonne question, c'est plutôt à quel objectif correspond cet actif dans mon portefeuille. Chaque actif doit vraiment avoir un rôle, il ne doit pas être là juste pour remplir une case. Ça, c'est un point essentiel à comprendre. Pour rendre tout ça un peu plus concret et même un peu plus ludique, on va essayer d'imaginer votre portefeuille un peu comme une équipe de football. Vous avez avant tout le gardien de but, c'est un peu l'actif de sécurité. Pour certaines personnes ultra conservatrices, ça peut être par exemple de l'or physique. Voilà, c'est un peu le symbole du placement défensif ultime. C'est vraiment l'or voilà, qui a été prouvé sur plusieurs millénaires, on va dire, et qui permet de vraiment solidifier un portefeuille. Ensuite, vous avez les défenseurs. C'est un peu ce qui apporte de la sécurité complémentaire. Ça peut être de l'immobilier patrimonial à long terme. Voilà, c'est un bien immobilier en général s'apprécie au fil du temps. C'est un bien physique. Tout le monde aura forcément besoin de se loger, etc. Il y a énormément de critères qui permettent de qualifier l'immobilier d'un placement relativement sûr à long terme. Ça peut correspondre un peu à la couche défensive. Ensuite, si on passe au milieu de terrain, là, c'est des actifs équilibrés qui parfois présentent un bon ratio entre, voilà, on va dire, la protection contre les pertes, mais également un potentiel de croissance important. On peut penser par exemple à un ETF MSCI World, c'est un ETF qui va investir dans de quelques centaines d'actions qui sont cotées dans les marchés boursiers de différents pays développés, une vingtaine de pays développés. Et là, on a une belle exposition à l'ensemble du marché boursier des pays développés. Bon, c'est un actif équilibré, il y a un peu de volatilité certes, mais à long terme, il y a un bon potentiel d'appréciation sans prendre trop de risques, on va dire.
Donc ça peut représenter un peu le milieu de terrain. Et enfin, on a les attaquants. Alors là, c'est là les actifs de croissance, hein. Eux, leur objectif, c'est vraiment d'animer un peu l'équipe et de créer la victoire, hein, si on peut dire, du rendement, c'est marquer des buts. Et bien ça, on va parler de crypto, de private equity, d'investissement direct dans des startups par exemple, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir une équipe uniquement composée d'attaquants. Il faut avoir des milieux de terrain, il faut avoir des défenseurs. Et c'est là un peu que rentre votre philosophie personnelle. Certaines personnes seront plus José Mourinho, donc on bétonne derrière, et on a un tout petit peu d'actifs risqués, donc un seul attaquant de pointe qui va être responsable un peu de la croissance, hein, de marquer des buts. Ou à contrario, on a des coachs plus comme Klopp, qui eux sont là pour la croissance agressive. Donc on va vraiment partir avec moins d'actifs équilibrés, moins d'actifs défensifs. On va plus miser sur les actifs risqués pour en fait générer plus de croissance, quitte à prendre plus de risques de perte et de volatilité. Et c'est là que vous allez en fait composer votre équipe un peu selon votre philosophie, selon vos sensibilités, selon vos objectifs, votre tolérance au risque, votre horizon d'investissement, etc. Et c'est là que vous allez pouvoir apporter votre touche, c'est en fonction de la composition de ce portefeuille. Le dernier volet qui est vraiment essentiel, c'est de se former et de se faire accompagner. À partir d'un certain niveau de patrimoine, en fait, il est vraiment conseillé de se faire entourer de gens compétents, indépendants et on va dire voilà intègres, hein, dans la mesure du possible, parce que finalement, il y a tellement de sujets à maîtriser, la fiscalité est tellement complexe, le droit français est vraiment très dense, la juridiction, la législation avance tellement vite, il y a énormément de produits sur le marché, c'est dur d'être expert de tous les domaines et de maîtriser tous les sujets. Donc, il est quand même conseillé de s'entourer, par exemple, d'un bon conseiller en gestion de patrimoine indépendant, un bon notaire, un expert comptable, un avocat fiscaliste, par exemple. Et chacun d'entre eux va apporter sa petite pierre à l'édifice pour vous aider en fait à bien construire une stratégie qui vous correspond, avoir une deuxième opinion sur ce que vous faites. Ils vont également vous challenger, ils vont pouvoir vous donner accès à certains produits que vous forcément vous n'avez pas ou vous ne connaissez pas. Voilà, ils vont un peu venir enrichir un peu vos horizons et votre culture financière au fur et à mesure. Certains d'entre eux peuvent même gérer les investissements à votre place lorsqu'il y a un intérêt, ils peuvent vous aider à structurer votre patrimoine de manière optimale. Donc se faire accompagner, c'est vraiment très important. Alors cela dit, il ne faut pas non plus tout déléguer aveuglement. Il faut se former un minimum et avoir un minimum de connaissances pour, si vraiment vous déléguez vos investissements, pouvoir surveiller, contrôler ce que font vos gestionnaires, les challenger, leur poser des bonnes questions, et au moins avoir un regard sur ce qui se passe pour pas vous réveiller dans 10-20 ans et se dire ah ben mince, j'aurais dû m'y intéresser plus tôt parce qu'on a mal investi. Voilà, ça c'est un cas qui arrive également beaucoup. Chez les gens qui investissent tout à la banque, en général, ils investissent 10 ans plus tard et disent mince, j'aurais dû faire autrement parce que je m'étais pas intéressé à l'époque. Eh bien aujourd'hui, c'est le moment pour vous de commencer à vous y intéresser, de prendre les bonnes décisions. Donc vous êtes formé, vous êtes accompagné, il faut aussi avoir une vision à long terme. On n'investit pas sur 6 mois ou sur un an. Ceux qui vous promettent les richesses faciles, en général, c'est des menteurs, il ne faut pas les écouter. Le vrai patrimoine se construit à 10, 20, 30 ans, parfois même sur plusieurs générations. D'où l'importance de la transmission et de s'y intéresser dès le début de vos choix d'investissement. Il faut réfléchir à long terme, mais il faut être suffisamment informé et anticiper les choses en avance pour ne pas vous réveiller à 60-70 ans et réaliser qu'il est trop tard pour restructurer votre patrimoine ou pouvoir le transmettre à quelqu'un. Ça arrive énormément également parce que les gens se préparent pas à l'avance. Et enfin, dernier point, c'est qu'il faut quand même rester curieux. Donc, il ne faut pas être fermé à la nouveauté. Il faut s'adapter. Il faut être au courant des dernières tendances. Par exemple, beaucoup de personnes qui étaient très conservatrices pendant 10, 15, 10 ans, ils ont ignoré, par exemple, les crypto-monnaies. Ils ont raté énormément de gains. Et maintenant, ils s'y intéressent. Ils se rendent compte que c'est une classe d'actifs intéressante et ils commencent à investir. Mais une grosse partie des gains est déjà partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in sur une nouvelle classe d'actifs qui émerge. Mais il faut parfois, voilà, tester un petit peu. On met un demi pour cent, 1% de son portefeuille pour voir ce qui se passe. Faut toujours trouver un équilibre entre être ouvert aux nouvelles idées d'investissement et succomber aux effets de mode. Beaucoup de gens se ruinent en suivant les effets de mode. Faut pas que ça vous arrive, ne soyez pas victime des effets de mode, mais également ne soyez pas fermé au point où vous refusez de voir qu'une classe d'actifs est vraiment porteuse d'avenir et peut générer des gains intéressants et que ce n'est pas juste une mode. Il faut savoir un peu faire la part des choses et c'est là également que le être bien entouré peut aider. 1 million d'euros, comme vous le savez, c'est beaucoup d'argent. Objectivement, c'est une très grosse somme. Sans stratégie, ça peut devenir une source de stress ou une source de regret. Mais avec la bonne stratégie, les bonnes méthodes, ça peut vraiment devenir une porte d'entrée vers la liberté financière durable. Dans la description, je vous ai mis un guide gratuit qui vous permet de démarrer, voilà, de vous informer un petit peu sur comment faire pour adopter une bonne démarche, vous inspirer de ce que font les grandes familles, pour justement pouvoir vous lancer avec sérénité et en toute confiance.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ben, si vous aviez 1 million d'euros, quelle serait votre première décision? Est-ce que vous prendriez une approche plus défensive, une approche plus offensive? Quelles sont les enveloppes fiscales que vous privilégiez particulièrement? Est-ce qu'il y a des stratégies de grande fortune que vous avez suivies et qui vous inspirent? N'hésitez pas à me le dire en vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur comment gérer votre patrimoine comme une grande fortune.